nous allons appeler Annabelle Couillandre, qui est maître de conférence à l'université de Nanterre, qui a fait, donc qui est directrice de l'Institut régional de formation en masso-kinésithérapie. Je collabore avec l'Institut de psychomotricité à Orléans. Donc voilà, elle va vous présenter son travail. Allô? Oui, bonjour Annabelle. Tu m'entends bien? Oui. Parfait. Oui, je t'entends. Donc bah, voilà, le public est là. Je vais peut-être essayer de mettre mes écouteurs. Attends, ça va peut-être être plus facile pour moi. Oui, bon. Là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Allô? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Je t'entends pas très bien. Ah oui, je crois qu'il faut que je sois près de l'enceinte. Voilà. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Allez, c'est bon. On a affiché la première diapositive. D'accord, ok. Donc, ok, bah alors on est prêt. On t'écoute. Bonjour à tous. Donc, je m'excuse de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis retenue à Orléans. Donc, l'idée, c'était de vous présenter l'initiation de la marche. Donc, ça fait partie de mes travaux de recherche. Donc, je suis maître de conf à l'Université Paris-Nanterre et j'appartiens à l'équipe d'accueil 2931 qui se prénomme Centre de recherche sur le sport et le mouvement. Je suis aussi directrice de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie qui est rattaché à l'hôpital d'Orléans et en cours d'universitarisation avec l'Université d'Orléans. Donc, l'initiation de la marche, c'est un paradigme qui permet d'explorer la coordination posture équilibre mouvement. Donc, quand on parle d'initiation de la marche, en fait, donc là, tu peux changer de diapo, je pense. Oui, c'est bon. Professeur Bournou pilote le diaporama. C'est bon. Ça va? Oui, c'est bon. J'entends pas trop Oui, bien. oui, c'est bon, Annabelle, c'est bon. C'est bon. Donc l'initiation de la marche, en fait, ça correspond au premier pas de la marche. Donc c'est vraiment différent de la marche stationnaire. Et c'est vraiment la période transitoire qui permet de passer de la posture debout au mouvement stationnaire de la marche. Donc comme vous le voyez sur la diapositive, là vous avez des petits bonhommes qui sont matérialisés par des bâtons. Et en fait, vous voyez à gauche de l'écran, donc la phase posturale, donc le sujet est debout, il n'a pas commencé à marcher. Et dès qu'il le souhaite ou quand on lui dit, il va initier le mouvement. Et donc, il y a une phase d'anticipation qui vient juste après la phase posturale, qui en fait est invisible physiquement parlant si on n'est pas... on n'a pas l'œil aguerri sur l'initiation de la marche et en fait on commence à voir vraiment des choses quand le pas va être initié par le lever du talon et des orteils et donc là ça correspond à la phase d'exécution du premier pas et le premier pas va se terminer, donc vous voyez sur l'écran à droite, lorsque finalement le sujet aura retrouvé un équilibre et en biomécanique, l'équilibre c'est finalement le centre de gravité qui se place au-dessus du centre des pressions. Et c'est vrai que la phase d'exécution de l'initiation de la marche, elle, est visible à l'œil nu puisque c'est le moment du simple appui. Donc voilà, l'initiation de la marche, c'est vraiment le premier pas de la marche, donc avec au départ un équilibre statique en phase posturale et à la fin du premier pas un équilibre dynamique avec l'idée que quand on demande au patient d'initier le premier pas, en fait on lui demande de réellement penser qu'il va marcher plusieurs pas, donc il faut avoir un chemin de marche qui lui permet de faire peut-être 4-5 pas, parce que l'initiation de la marche c'est vraiment le processus qu'on enclenche
pour la marche, alors que le premier pas, dans le sens je m'arrête au bout d'un pas, c'est pas la même programmation du mouvement. Donc voilà, il faut que la consigne soit bien donnée à la personne pour être dans l'idée de je vais marcher, mais moi en tant que chercheur, je regarde le premier pas. Donc vous avez dans la diapo suivante la même représentation de l'initiation de la marche avec donc vous voyez une standardisation des événements de la marche avec l'idée donc du décollement du pied comme étant le traceur qui permet de différencier la phase d'anticipation de la phase d'exécution. On passe à la diapo suivante. Donc l'initiation de la marche, c'est un acte moteur qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et il est quand même à l'origine d'environ 50% des chutes, puisque, comme je vous l'ai dit, il nécessite une coordination très fine entre la posture, l'équilibre et le mouvement. Et donc c'est vraiment un acte intentionnel qui permet, qui nécessite le passage en fait d'un corps qui est en état statique à un état dynamique. Donc c'est une tâche très fine qui permet vraiment d'appréhender la motricité de manière là aussi très fine. Donc l'initiation de la marche en fait est considérée comme un acte pré-programmé. Donc c'est vrai que moi en tant que spécialiste du contrôle moteur, je suis plutôt cognitiviste avec l'idée que le système nerveux est un grand système qui traite de l'information. Et donc l'initiation de la marche fait partie de ces concepts qui est basé sur le fait qu'on a un modèle interne qu'on construit et donc l'initiation de la marche est très stéréotypée. Par contre, ce processus est adaptatif et par l'intermédiaire de l'étude de certaines pathologies, justement, on peut appréhender les adaptations du processus et mieux comprendre la genèse du mouvement. Donc, maintenant, on va faire un focus particulier sur la phase d'anticipation, en fait, de l'initiation de la marche, c'est-à-dire qu'on considère donc que le système nerveux est capable d'anticiper, en fait, les perturbations qui sont engendrées par le mouvement lui-même. Et donc là, en fait, on met en avant la notion d'ajustement posturaux-anticipateur. Donc c'est une notion qui est apparue en France principalement avec les travaux de Boucher. Boucher, c'est quelqu'un qui est encore en vie et qui a beaucoup œuvré dans les sciences du mouvement, notamment au niveau de l'Université d'Orsay. Et j'ai été formée dans cette école où les ajustements posturaux anticipateurs donc, représentent la capacité du système nerveux à anticiper les perturbations qui sont engendrées par le mouvement lui-même. Donc on considère que les ajustements posturaux, donc là en fait j'ai oublié Nathalie, mais tu as dû passer au diapo suivante. Ah non, c'est Alain qui a piloté. En fait, il faut que tu arrives à la diapo où il y a écrit que les ajustements posturaux anticipateurs ont 3 fonctions. Oui, c'est ça. C'est bon? Ok. Ok. Donc la première fonction des ajustements posturaux anticipateurs, c'est vraiment minimiser la perturbation de la posture et de l'équilibre à venir lorsqu'on exécute un mouvement. Et le paradigme, c'est celui du lever du bras, donc développé par Boucher dans les années 80-90. Et si on regarde la diapo suivante, normalement vous voyez des électromyogrammes qui montrent en haut en fait des activations musculaires qui se font sur notamment des muscles du membre inférieur de manière précoce par rapport aux activations qui sont réellement concernées par le lever du bras. Donc tout en haut, vous voyez en fait des sigles qui s'appellent GM, CFS, ça ce sont des muscles du membre inférieur et ces muscles en fait vont s'activer avant même que le deltoïde antérieur, là décrit par DA, s'active et ça veut dire que en fait justement le système nerveux a cette capacité en fait à anticiper les perturbations qui seront liées au lever du bras, donc il anticipe de manière à préserver l'équilibre. Donc ça c'est la première fonction des ajustements posturaux anticipateurs qu'on retrouve aussi
dans l'initiation de la marche, mais dans n'importe quel mouvement qui est intentionnel. La deuxième fonction, donc là on peut passer à la diapo suivante, en fait c'est celle qui permet de préparer la configuration posturelle en fonction du mouvement à venir, toujours dans le but de préserver l'équilibre. Donc là, on est vraiment, par exemple, dans le paradigme de l'initiation de la marche qui a été beaucoup étudié par Brenière, donc c'était mon directeur de thèse à l'époque. Et donc si on passe à la diapo suivante, je vais vous montrer finalement comment on illustre ces ajustements posturaux sur des données biomécaniques. Donc là, vous avez à droite de l'écran, normalement, des courbes qui représentent en fait de bas en haut le déplacement du centre de pression et puis progressivement vous remontez jusqu'à la vitesse du centre de gravité et à l'accélération du centre de gravité. Et en fait, ce qu'on voit sur le schéma, donc le troisième schéma par rapport au haut de l'écran, on voit par exemple ici un pattern pendant les ajustements posturaux anticipateurs qui montre que le centre de pression recule de façon à ce que le centre de gravité soit propulsé vers l'avant, ce qui nous permet d'initier le pas. Et donc, on est vraiment là dans l'idée d'ajustements qui permettent en fait d'initier le mouvement tout en préservant l'équilibre. De la même manière, si vous regardez le graphe du bas, en fait, vous avez le déplacement latéral du centre de pression et on voit très bien que pour mettre le poids du corps sur le pied qui est à gauche, par exemple, il va falloir déplacer son centre de pression sur le côté droit de manière à propulser le centre de gravité sur la jambe d'appui. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. C'est pas un exercice très facile de faire à distance sans voir les modalités, mais en tout cas, L'initiation de la marche dans le Qigong, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, On a parlé de la respiration, oui. l'initiation de la marche. Oui, donc c'est très important, oui. Peut-être vous pouvez, donc voilà, pratiquant, donc peut-être... Est-ce que vous avez un enseignement particulier sur l'initiation de la marche? Est-ce que... en fait, sur l'ensemble, voilà, donc la respiration, puis mode de vie, et aussi, voilà, donc différents types de méthodes pour différentes... Voilà, il y a toujours une base, la fondation, voilà. Après, donc il y a adapte différentes méthodes pour différents types de maladies. Sur des pathologies comme Parkinson, oui. Vous avez une expérience personnelle? Oui, personnelle. Une de mes clients, quand il est venu, en fait, il ne peut pas, en fait, quand il est debout, il a mis beaucoup de temps pour... Et après, donc, quand il a pratiqué le Qigong, en fait 3 mois, 4 mois, et après, donc, il peut partir facilement. Et donc, l'équilibre est beaucoup mieux. Vous voyez, donc, avant, donc, vraiment, donc, des équilibres et tremblements et beaucoup plus. Voilà, donc après, quand on travaillait ça, donc c'est pour ça on dit dans la médecine chinoise, Qigong, on dit, c'est notamment, en fait, les tendons tellement stressés et donc rigides. Donc c'est pour ça on travaillait avec la respiration et puis étirement, et donc ça permet d'assouplir. Assouplir. Oui, j'entends un peu. Super, oui. Ouais. Très bien. Donc ça permet d'améliorer, oui. Alors, il y a plusieurs cas cliniques dans la littérature qui rapportent des effets Voilà. très bénéfiques, Mais et alors aussi qui servent le de support à ce concept qu'on appelle, dont Bruno a parlé tout à l'heure, de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que la répétition du mouvement entraîne... Oui, tout à fait. Il y a aussi alimentation, parce qu'il se trouve, en fait, au niveau de Parkinson, donc il y a la même sorte dans le deuxième cerveau et premier cerveau, il y a des mêmes sortes de mortes des cellules, c'est la même cellule. Donc c'est pour ça, donc en fait, quand ils mangent, en fait, les gens mangent d'une façon, en fait, c'est aussi une sorte de meilleure
médicaments à travers l'alimentation. Donc ça permet aussi régler leur deuxième cerveau. Quand le deuxième cerveau commençait à réparer, et petit à petit, c'est aussi changer le premier cerveau. Donc il y a plus en plus de recherches ces dernières années. Si vous introduisez la notion de deuxième cerveau déjà, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, au fief de M. Darola, en fait, oui, donc on va en se fait, faire mettre dehors, hein, vous savez. Ouais, aux États-Unis, en fait, ils ont commencé en fait, à introduire en fait, ce nouveau terme dans la médecine occidentale. Donc, les gens commençaient à comprendre. Au niveau de digestion, voilà, par exemple, en fait, à l'origine, par exemple, Prozac. Vous voyez, à l'origine, ce médicament, c'est pour traiter des problèmes de digestion. Vous voyez, des problèmes gros intestin, tout ça. Et puis, les patients, quand ils ont pris ce médicament, ils ont dit, oh, tiens, je trouve, mon humeur et tout ça, ça a beaucoup amélioré. Donc, depuis, en fait, on a changé ce médicament, Prozac, pour traiter des dépressions. Des dépressions au lieu de pour traiter au niveau de digestion. Et puis après, on a mis en évidence qu'au niveau intestinal, il y avait un réseau neuronal très riche. Et puis on en arrive à la notion de deuxième cerveau. Mais enfin, je préfère avec mes amis neurologues. Bon, je crois qu'il va falloir terminer, puisqu'il est 12h30, terminer cette session. Je vous prie de m'excuser pour cet après-midi. J'espère que vous serez nombreux à l'INALCO. Moi, je vais faire mon boulot de médecine conventionnelle. Je vais consulter cet après-midi. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous remercie de votre présence et de nous avoir... Merci.